Bonjour, mon nom c'est Gérald Godette, je suis l'animateur de cette rencontre. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir, dans le cadre des activités du Salon du Livre de Trois-Rivières, de m'entretenir avec Stéphanie Roussel. Stéphanie Roussel vient de faire paraître un collectif d'écrivains et d'écrivaines intitulé Pauvreté aux éditions Triptyque. Parmi les nombreux collaborateurs et collaboratrices de ce collectif, il y a Nicolas Dawson, il y a Alex Noël, Emmanuel Riendo, Karine Rosso, Pascal Bérubé, Jean-Guy Forget, Marie-Ève Maréchal. Stéphanie est aussi directrice de la revue de Poésie Estuaire, une revue que j'affectionne particulièrement parce que j'ai été longtemps directeur pendant 9 ans. Mais elle est aussi l'auteur, Stéphanie, d'un recueil de poésie intitulé La rumeur des lilas et d'un étrange livre au titre fort intriguant, Un Noël cathodique, la magie du ciné-cadeau déballé, paru en 2017 aux éditions Ta Mère. Alors, bonjour Isabelle. Oh ben voyons, pourquoi je t'appelle Isabelle? Bonjour Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour, Excuse-moi. bonjour Oh, Gérald. quelle affaire, j'ai trop de noms en tête. Bonjour Stéphanie. Alors, avant de Bonjour. parler de pauvreté, j'aimerais beaucoup qu'on revienne sur ce titre-là, très étrange, Un Noël cathodique, la magie du ciné-cadeau déballé. Qu'est-ce que c'est ça, cette bébite-là? Je m'attendais pas à parler de cet essai-là aujourd'hui, quoique j'en parle souvent, ça revient chaque année. C'est un essai collectif que j'ai fait sur Ciné-Cadeau, qui est la programmation de Noël de Télé-Québec depuis 1981-1982. Donc, c'est un essai qui rassemble différents textes sur cette programmation-là, notre rapport à cette programmation-là et pourquoi qu'elle survit encore aujourd'hui à un temps où on peut écouter autrement des films qu'à la télévision, surtout des films comme Astérix et Obélix. Donc, c'était un essai qui cherchait à retrouver ces représentations-là, c'est notre rapport affectif à cette programmation-là. Puis moi, je partais aussi de mon rapport personnel qui existe, mais en même temps qui est complexe parce que je suis pas une personne qui aime Noël. Donc, je comprenais pas moi-même pourquoi j'avais une affection, je ressentais une affection envers une programmation que j'avais pas réellement consommée. Donc, j'ai été en retrouver l'histoire, reconstituer la programmation, puis j'ai invité d'autres personnes qui étaient peut-être de plus grands connaisseurs ou qui avaient une relation peut-être plus grande que moi à Ciné-Cadeau à en discuter aussi, puis à essayer de trouver c'était quoi cette place-là que tenait Ciné-Cadeau dans nos vies au Québec. Tu parles de collectif, mais tu en présentes un nouveau aujourd'hui. Mais tu n'es pas toute seule à présenter ça parce qu'on sait qu'il y a par exemple le Maud Veilleux qui a organisé Bad Boys, il y a Chloé Savoie-Bernard qui a organisé Corps, il y a Pierre Landry, Karianne Trudeau, Bruno Noyer, Nicolas Dawson qui ont fait se faire éclater. Alors on dirait qu'il y a dans ta génération, dans votre groupe, un désir de communauté. C'est-à-dire que vous êtes l'écrivain est seul, vous êtes seul comme nous tous quand nous écrivons, mais vous avez comme un besoin de communauté, besoin de collectif, déjà tout jeune. Comment expliques-tu ça? Je crois que peut-être que ça s'explique de différentes manières. Je pense qu'il y a un retour à cette idée-là de qu'est-ce qu'on peut s'apporter en étant ensemble ou à l'être ensemble, à ces corps-là en présence de d'autres corps. Donc, je pense que déjà dans la vie quotidienne, on sent ce questionnement-là de la collectivité. Puis, je crois aussi que tous les collectifs que tu nommes, c'est peut-être des sujets qu'on sait qui s'épuisent pas seuls ou qu'on peut pas rendre compte seul, qu'on a besoin de questionner ensemble pour arriver à tracer un portrait plus intéressant ou à mieux le comprendre, à créer des jeux de résonance. Puis moi, je pense que dans mon collectif particulièrement, il y avait ce désir-là de ne pas parler de la pauvreté seule. J'aurais pu le faire, je peux encore le faire. J'en parle aussi dans mon recueil de poésie. Je vais probablement en parler dans différents livres. Mais dans ce collectif-là, j'avais envie de le faire de manière collective, pas seulement dans un besoin de communauté, mais dans un désir de représentation plurielle. Peut-être que c'est là que notre génération a ce désir-là de collectif, c'est de déconstruire des sujets pour en représenter la complexité, pour en démontrer les nuances, pour aller vraiment comme creuser à fond, puis montrer qu'il n'y a pas d'universalité, qu'il n'y a pas d'homogénéité, qu'on peut prendre une même thématique puis que
ça va toujours être des réalités différentes, puis que il n'y a pas une expérience qui est pareille. Puis je crois que le collectif, l'écriture en collectif, répond à ce besoin-là, répond à ce désir-là de montrer la pluralité, la diversité, de creuser aussi, puis de se laisser soi-même surprendre par la cohabitation de d'autres écritures, parce que ça crée toujours des surprises ou des résonances inattendues qui nous nourrissent aussi dans les œuvres qui vont suivre. Le sous-titre du livre de Se faire éclater, c'était, je l'ai noté, écriture de soi et expérience marginale. J'ai l'impression que ce qui rassemble ces différents titres que je viens de nommer, c'est un peu ça, écriture de soi et expérience marginale. J'ai l'impression que, ben, encore une fois, les gens qu'on nommait, les gens un peu de ta génération, pour eux, pour elles, l'écriture de soi, c'est important, mais aussi les expériences marginales. J'ai l'impression que ça, c'est... Puis dans pauvreté, c'est la même chose. Est-ce que c'est Puis vrai? peut-être que je crois que j'aurais de la difficulté à répondre, je pense, à cette question-là. Je pense qu'elle est peut-être complexe à répondre, cette idée-là, à la marginalité. Mais si on joint cette question-là à celle que tu viens de me poser, je dirais qu'il y a peut-être dans cette idée-là de la marginalité quelque chose à déconstruire. Et peut-être que si on se met en collectif, c'est pour montrer que ça montre, en tout cas, je ne sais pas si c'est pour montrer, mais je crois que ça le montre, que finalement, on n'est pas si marginal, on est tellement nombreux, il y a tellement de cette pluralité-là, on est en collectif, on est en communauté. Donc, il faut re-questionner la place de cette marginalité-là. Qu'est-ce qui est dans ce nombre-là, justement, dans cette cohabitation-là des écritures? Finalement, la marge, elle n'est pas seule, elle n'est pas exclue, elle n'est pas lointaine. Il y a comme ce questionnement-là, peut-être, qui vient d'être fait, peut-être ou qui essaie on se nomme marginal parce qu'on essaie de créer plusieurs centres, pas nécessairement plusieurs centres, mais plusieurs îlots, plusieurs îles à travers ça. Donc, c'est des îles marginales, mais en même temps, c'est la marginalité de quelqu'un d'autre. C'est pas la marginalité de soi-même. On n'est jamais marginal par rapport à nous-mêmes. On est toujours marginal par rapport à quelqu'un d'autre, par rapport à un regard extérieur, par rapport à une norme, par rapport à une norme imposée qui est pas nécessairement même la norme majoritaire. Tu sais, donc peut-être que cette idée-là, si on lit les deux questions, dans le collectif lié à la marginalité, il y a le désir de construire différentes îles qui donnerait une cartographie plus réelle de la vie, mais aussi de la littérature, des représentations, des manières d'écrire, puis de les faire cohabiter, de faire cohabiter cette différence-là ou ces écritures-là qu'on pourrait se dire qui sont, à une certaine époque, même irréconciliables ou qu'on aurait nommé en lutte, qu'on aurait dit que, bon, ben, telle esthétique va être en lutte pour gagner plus de capital symbolique, plus de pouvoir, plus de réussite, de prix littéraire, peu importe. Donc, elle s'opposerait à une autre esthétique qui serait loin d'elle pour revendiquer la sienne comme étant meilleure. Puis je crois qu'à travers ces collectifs-là, on remet aussi cette question-là de qu'est-ce qui est meilleur, qu'est-ce qui est dominant, qu'est-ce qui est excellent, qu'est-ce qui est en lutte finalement pour passer de la lutte à l'amitié, à la cohabitation, une manière de se nourrir entre soi. Donc, je pense qu'il y a toutes ces questions-là peut-être qui surgissent à l'intérieur de ces livres-là, qui n'est pas nécessairement la question juste de la marginalité, mais comment on peut remettre en question ces rapports-là au monde, mais aussi à l'écriture, à la littérature. Puis je crois que des collectifs, ce qui est beau, c'est pas de seulement confier un texte, mais c'est d'être ensemble dans un livre. Puis c'est vraiment cette rencontre-là, parfois même presque improbable, d'écriture qui, à un temps, on aurait séparé, qu'on aurait dit contraire, qu'on aurait dit opposé, qu'on aurait dit... Puis là, il y a cette idée-là d'une réconciliation, que finalement, la lutte n'est pas une question esthétique. La lutte est peut-être ailleurs que dans la manière d'écrire.
Oui. Un jour, tu as eu envie de poser aux gens que tu côtoyais, aux écrivains, amis écrivains, les plus jeunes, ceux de ta génération, ceux qui étudiaient avec toi, tu as eu envie de poser la question et de dire, Salut, j'ai une question pour toi qui peut paraître un peu intrusive. As-tu déjà été pauvre? Alors, quelle question et quel culot de poser cette question-là, mais en même temps, c'est un peu, elle est peut-être un peu normale. Alors, pourquoi cette question-là? Qu'est-ce qui t'animait? Qu'est-ce qui te fatiguait dans cette question-là, dans cette pauvreté-là nommée? Je crois qu'en fait, peut-être que je l'explique mal dans mon texte. C'est pas que j'ai eu envie de poser cette question-là aux gens de ma génération. Je crois que lorsqu'on partage cette expérience-là de la pauvreté, c'est une question qui surgit d'elle-même, c'est des discussions qui surgissent d'elles-mêmes. Donc, dès que je suis rentrée dans le monde littéraire, je connaissais des personnes qui étaient déjà pauvres. On se reconnaissait peut-être dans certains de nos malaises, dans certains de nos inconforts, dans certaines manières de parler plus fort, de rire au mauvais moment. Ben, au mauvais moment, est-ce qu'il y a un mauvais moment? Mais donc, c'est pas que j'ai posé cette question-là à mon entourage parce que je crois que j'ai toujours su qui m'entourait, d'où il venait. C'est toujours des questions qu'on s'était dit, c'était une authenticité qu'on avait, une transparence qu'on avait. Mais en faisant ce livre-là, je me disais, je peux pas juste demander à mes amis, je les adore, ils écrivent bien, je suis fan de leur œuvre, mais j'avais envie d'aller au-delà des gens que j'avais rencontrés pour moi-même me laisser surprendre par des écritures, puis moi-même rencontrer c'est des choses qui allaient m'étonner, des choses que j'étais peut-être moins familière avec. Donc, je voulais aller à la rencontre de d'autres personnes et non des gens que j'avais déjà rencontrés en littérature. Donc, en faisant ce livre-là, c'était ça l'enjeu qui venait, qui j'allais inviter et comment savoir que quelqu'un est pauvre s'il n'a pas écrit sur sa pauvreté, à moins de lui demander. Donc, c'était comme un prérequis un peu dans mon projet. Donc, tu sais, j'ai réfléchi longtemps. Je cherchais qui je pourrais inviter. J'en parlais autour de moi, on me donnait des conseils, mais à un moment donné, j'ai été avec mon intuition, j'ai regardé les gens autour de moi, je me suis dit, mais qui que je pressens, qui dans mon intuition a peut-être connu une expérience qui est similaire à la mienne, que je peux avoir cette idée-là de reconnaissance que j'aurais pas pensé en dehors du projet. Je pense pas que c'est quelque chose qu'on voit, tu sais, d'où on vient. Donc, c'est pas quelque chose que j'aurais pensé même à regarder ou à rechercher chez les gens que je croisais ou qui m'entouraient. Mais pour le projet, je me suis mis à observer puis à essayer de trouver dans mes intuitions des personnes où ce serait probable. Donc, je ne sais pas trop sur quoi je me basais parce qu'il y a absolument rien qui peut être perçu, je pense, par l'extérieur. C'est pas du linge, c'est pas une manière de parler, c'est pas une manière de marcher que je jugeais. C'est peut-être puis je l'ai dit dans mon texte, c'est peut-être une aisance des gens avec qui j'étais pour une raison que j'ignorais plus confortable. Qu'il y avait quelque chose qui chez eux, que je reconnaissais quelque chose en moi, puis que dès que j'étais en leur présence, tout d'un coup, toutes les normes ou toutes les obligations sociales que je me donnais, pas couper la parole, pas parler trop fort, manger de telle façon, faire ça, toutes les choses que je surveillais chez moi, en la présence de certaines personnes, je sentais que c'était moins lourd. Donc, c'était peut-être le signe de cette reconnaissance-là. Donc, dans le projet, c'est toujours dans le projet finalement que j'ai fait cette enquête-là, si on veut. J'ai fini par écrire à un certain nombre de personnes dont j'admirais l'écriture parce que c'était aussi un projet littéraire. Je voulais choisir des gens dont j'avais envie de lire les textes, dont j'admirais l'écriture. Puis, je leur ai donné cette question-là franche. As-tu déjà été pauvre? Parce qu'il n'y a pas d'autre manière de le demander que de le demander. Donc, je savais que c'était un peu intrusif. Mais en même temps, moi-même, je l'ai connu, la pauvreté. Donc, j'étais pas dans le jugement. Je voulais les inviter à quelque chose. Et je ne pouvais qu'avoir cette transparence-là avec ces personnes-là. Et je crois que cette transparence-là et cette honnêteté-là a été profitable au livre d'une manière que j'aurais pas imaginée. Parce que je crois que ça a créé des liens de confiance que j'aurais pas cru possible. Puis cette confiance-là fait surgir des textes que eux non plus, j'aurais pas cru possible. Il y a des textes qui sont dans le livre que je ne comprends pas qu'ils existent. Je ne sais pas comment quelqu'un a pu écrire ce texte-là, pas dans la difficulté technique d'écriture, mais dans ce qui est révélé.
il y a beaucoup de textes comme ça que je me dis, mais c'est extraordinaire que ce qui est dit ait pu être dit et puisse être lu. Et je crois que en partie, c'est grâce à cette question-là d'une honnêteté peut-être étrange ou désarmante qui a permis cette confiance-là. Finalement, la conversation a commencé dans cette franchise-là et ça l'a emmené cette franchise-là aussi dans le processus d'écriture, je crois. Je sais pas qu'est-ce qui a permis ça. C'est mes hypothèses pour me justifier à moi-même parce que moi-même, j'ai l'impression qu'il y a de la magie qui s'est passée. Mais de toute façon, tu t'adressais à des gens qui savaient écrire. Il y a ça, il y a déjà ça qui est Oui. gagné parce que on n'écrit pas mal parce qu'on est pauvre, parce qu'on a été pauvre. On peut savoir écrire et la preuve, c'est que vous êtes tous de bons écrivains, de bonnes écrivaines. Alors, il y a ça qui est assez frappant. Mais ce qui est frappant, c'est pour quelqu'un de ma génération et pour quelqu'un comme moi, c'est cette espèce d'impudeur, ce que j'appelle l'impudeur, c'est-à-dire ce que tu viens un peu d'évoquer, c'est-à-dire que on dirait que dans chacun des textes, on arrive à nommer très concrètement, très précisément ce que ça veut dire être pauvre, ce que ça veut dire être avec sa mère, par exemple, d'avoir une mère, puis de voir qu'elle a à trimer dur pour donner un peu de merveilleux. Je pense au texte d'Alex Noël, bien entendu, mais je pense à d'autres textes quand on a un frère qui est très riche et qui s'oppose complètement aux valeurs que l'on possède. Alors, il y a cette idée-là, il me semble très, très belle, très, très forte, qui traverse tous les textes, c'est qu'on a eu comme un besoin, on a comme s'est senti la permission de nommer très concrètement ce qui était la condition du pauvre, la condition qu'on a peut-être un peu quittée, mais qui est celle-là. Si la question, c'est sur l'impudeur ou sur mais comme je disais Dans cette moi-même, concrétude. ces textes-là m'ont étonnée. Ces textes-là m'ont étonnée que les gens se permettent ça. Je n'aurais pas pu l'espérer en commençant le projet. Je n'ai pas imaginé ce projet-là dans cette forme-là parce que je crois, comme toi, Gérald, que pour moi, c'était pas nécessairement possible ou envisageable quand j'ai commencé le projet. J'ai eu l'idée, j'ai eu un besoin, j'ai eu ce désir-là, j'ai eu cette intuition-là, mais je savais pas quel texte qu'on me confierait. Je savais pas qu'est-ce que les gens révéleraient, qu'est-ce qu'ils crieraient. Je pensais toujours qu'il y avait pas, je pense qu'il y a une pudeur dans les textes encore. Je pense pas que tout est dit. Il y a tellement de choses à dire que tout ne peut pas être dit. Puis je sais pas s'il y a une impudeur ou juste le peu qui est révélé est tellement extraordinaire qu'on le voit plus gros que qu'est-ce qu'il y a en réalité. Parce qu'en fait, moi, pour avoir côtoyé ces textes-là, je sais tout ce qui est caché derrière, je sais tous les non-dits de ces textes-là, je sais toute la pudeur qu'ils comportent. Donc, peut-être, à la fois, il y a des choses qui sont dites que je m'explique plus, pas difficilement, en fait, parce que j'ai l'impression que moi, en travaillant ces collectifs-là, j'ai vraiment travaillé une communauté, j'ai travaillé ces relations-là, j'ai travaillé la confiance qu'on me portait. Je m'en suis portée, j'ai essayé le plus que je pouvais de m'en porter responsable, de montrer de la bienveillance là-dedans. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une partie qui s'explique parce que les gens ont écrit d'abord le texte en me le confiant. C'est cette confiance-là, justement, dont je parlais plus tôt, qui justifie un peu, cette libération-là, la parole. Je pense qu'il faut avoir de la confiance envers le premier ou la première lectrice pour être capable d'écrire des choses comme celle-là. Puis, moi, en lisant ce livre-là, je me dis, mais si le milieu littéraire valorisait plus cette confiance-là, ces relations-là, on aurait une littérature, ma foi, incroyable. Je pense qu'on aurait encore plus des textes. On a déjà des extraordinaires, mais je pense qu'on ira encore plus loin parce que cette relation-là d'édition est tellement fragile, est tellement difficile, est tellement vulnérabilisante que je crois que c'est ça l'explique en partie. C'est des gens avec qui j'ai tissé des relations, soit avant le projet ou soit pendant le projet, pour arriver à les mettre en confiance, à me confier des textes fragiles. Je crois que c'est des textes fragiles. C'est un livre fragile. Il y a des textes que finalement, ils n'ont jamais abouti parce que la vie était trop compliquée pour qu'ils soient écrits. Donc, il y a cette fragilité-là que j'ai tenté du mieux que je pouvais d'accueillir. J'espère que je l'ai fait du mieux que je pouvais. Hein. On
on travaille toujours à le faire, à l'accueillir encore davantage. Donc, je pense qu'il y a de ça, mais je pense qu'il faut pas oublier qu'en fait, c'est pas des textes impudiques, c'est des textes très pudiques. Il y a des choses que moi, je trouve qui sont incroyables, qui ont été révélées, mais c'est en fait parce qu'on en dit si peu de choses. Si on trouve ça incroyable ou impudique, c'est qu'on le cache tellement, on le met tellement, on en parle tellement pas que dès qu'on en mentionne une infime partie, on trouve ça d'un grand courage ou d'une grande impudeur, pour reprendre le mot. Mais en fait, tous ces textes-là, pour les avoir accompagnés, je sais qu'ils sont hésitants, qui cachent des choses, qui sont complexes, qui sont torturés, qui ont de la difficulté à dire. Moi, des fois, j'ai essayé de pousser certains non-dits, j'ai essayé de les révéler. Puis je sais que la personne, elle n'était pas prête à aller jusque-là dans la manière qu'elle le disait. Donc, il y a encore plus de choses à révéler. Il y a des choses qui sont cachées. Donc, c'est pas une totale impudeur, c'est pas une totale transparence, c'est pas une totale... je pense que c'est une grande authenticité. Je pense que ça, c'est frappant des textes, mais ils ne sont pas... ils ne disent pas tout. Puis peut-être qu'il y a quelque chose d'autre aussi qui a invité ces écritures-là, c'est que moi, une des choses qui était primordiale pour moi dans ce projet-là, c'était de trouver la beauté dans cette expérience-là. C'était de se questionner soi-même, de se demander qu'est-ce qu'on avait gardé de cette expérience-là, qu'est-ce qu'on pouvait aujourd'hui voir comme, si on se remettait dans le passé, voir comme de la violence par rapport à ces réalités-là, à nous-mêmes, tu sais, comment qu'on peut être violent envers nous-mêmes ou envers ce qu'on a été en changeant, en tentant de s'adapter, mais aussi de trouver une force ou une beauté. Je pense que ça aussi, c'était une ligne éditoriale, peut-être, quelque chose que j'invitais dans l'invitation, quelque chose qui, moi, en tout cas, me tenait à cœur d'avoir un attachement ou peu importe. Donc, je pense que ça a donné aussi beaucoup des textes qui étaient en questionnement, qui étaient même le texte de Nicolas Dawson sur son frère riche que tu as mentionné, qui s'adresse, mais c'est pas un texte qui est arrogant, c'est un texte qui est beaucoup plus dans la remise en question qu'il est de soi-même que de l'autre. C'est un texte qui est très confrontant parce que tu vois vraiment deux lignes de vie qui sont complexes à penser, puis à réunir, puis à aimer. Il y a peut-être cette difficulté-là aussi de l'amour. Donc, je pense pas... C'est tellement difficile de dire, c'est tellement... il y a tellement de retenue, il y a tellement... Donc, oui, il y a une grande générosité, ça c'est certain. Il y a une grande générosité, il y a une grande authenticité dans les textes, mais je dirais pas qu'il y a une impudeur parce que les textes, ils cachent tellement de choses, tu sais. Des choses qui méritent encore d'être dites. Il faudrait des livres et des livres et des livres pour les épuiser, ces choses-là. Parce que tu as abordé ça dans ton propre texte, puis je pense que ça peut sous-tendre justement cette espèce de pudeur dont tu parles, finalement. C'est-à-dire qu'on n'échappe pas à la honte, au mépris qu'on a pu ressentir, on a pu se sentir dévalorisé, on a pu se sentir sale, on a pu se sentir qu'on n'avait pas d'allure. Il y a quelqu'un qui avait entendu l'expression, cette personne-là, elle a l'air pauvre. Alors c'est désagréable d'entendre une chose semblable. Alors c'est que quand on a connu la condition, puis qu'on a vu la différence évidemment par rapport à ceux qui seraient un peu plus favorisés, c'est qu'on sent, on voit la différence de classe, bien entendu, vous l'avez tous un peu noté, mais on voit aussi peut-être le sentiment qu'on peut développer, c'est-à-dire la honte, mais pire que ça, la haine de soi. Alors, on n'échappe pas tout à fait à ça. C'est difficile de se détacher de ça, n'est-ce pas? C'est un peu ce que tu laisses entendre. C'est difficile parce que c'est des verdicts extérieurs. Un peu tout à l'heure, on parlait de la marginalité. C'est des choses qui viennent de l'extérieur. C'est des choses qui pour toi n'est pas extérieur, qui pour toi est habituel, est familier, qui est confortable parfois même. Mais quand tu rencontres d'autres personnes, c'est là que ça vient. Ça vient du regard extérieur. Ça vient de comment les autres personnes te font sentir. Ça vient pas de tes affects à toi. La honte, c'est pas à soi-même, la honte ne vient pas de moi-même, c'est pas quelque chose que moi je ressens, c'est quelque chose que les autres me font ressentir. Cette potentielle haine de soi aussi, c'est pas
elle ne vient pas de moi, elle vient des autres. Puis je crois que même quand on s'affirme, on peut tenter, puis j'en parle aussi dans mon texte, on peut tenter de se transformer pour ne plus avoir ce verdict-là imposé de l'extérieur. On peut s'adapter, on peut contrôler ses mouvements, devenir une sorte d'acteur, actrice, d'avoir de se surjouer, de performer. On performe toutes, bon, mais dans ce regard-là extérieur pour minimiser les verdicts. Mais même quand on le fait pas, même quand on décide de s'en détacher ou de tenter de faire quelque chose, puis même quand les autres personnes l'accueillent, on sent qu'il y a de la subversion, on sent qu'on fait quelque chose de différent, qu'on transgresse des codes admis, on sent que on fait quelque chose que, bon, les autres personnes pourraient qualifier de trash ou de subversif ou même dans l'admiration, dans le mais j'en reviens pas que tu sois à l'aise de faire ça. Il y a toujours cette question-là aussi. Des fois, les gens, il y a de l'admiration qui vont être moi, j'oserais jamais faire ça. Oh mon Dieu, mais quand tu fais ça, c'est incroyable, tu fais ça contre quelque chose, mais dans le fond, tu fais pas ça contre quelque chose. Tu le fais pour toi-même ou tu le fais en étant toi-même. Il n'y a pas, on se subvertit, c'est pas de la subversion envers soi-même qu'on fait, c'est les autres aussi qui la voient. Donc même ces verdicts-là, qu'ils soient positifs ou négatifs, ils viennent du regard des autres. C'est pas soi-même qui se dit mon Dieu, moi je suis trash ou moi je suis donc subversive ou je suis donc courageuse d'être de porter tel morceau de linge à tel moment. En fait, c'est pas ça qui se passe. Des fois, c'est même malgré nous. Tu sais, parfois, on peut se faire féliciter, même dans la félicitation, même dans l'admiration. Des fois, c'est j'en reviens pas que tu aies répondu de telle manière dans telle situation ou que tu aies osé crier dans cet événement-là. La personne, en fait, toi, tu n'y as pas pensé, tu as juste réagi naturellement, comme tu as grandi avec certaines habitudes, avec certaines manières de faire. Donc, tu as juste réagi, puis on te dit, même si c'est positif, donc c'est pas obligé d'être dans la honte, mais on va te le dire que, mon Dieu, mais c'était en décalage, ça dérangeait potentiellement, qu'il y avait tout ça. Donc, je pense que tout ça, ça vient des autres, ça vient pas de soi-même. Je sais pas, je pense qu'il faut l'apprivoiser, cette honte-là. Je pense qu'il faut réussir à s'en détacher. Je pense que de côtoyer, justement, d'être dans une communauté, d'être dans un collectif, ça l'aide. Ça l'aide de voir des gens qui sont pas surpris de comment tu peux être. Ça aide je parlais tout à l'heure d'une aisance, d'un confort avec ces gens-là. Je crois que tout ça aide à se départir de la honte, mais pas sans départir parce que ça nous appartient pas, mais d'en faire l'objet des autres, de leur laisser ce propre sentiment-là, de leur laisser leurs affects, puis de dire, mais cette honte-là ne m'appartient pas, cette honte-là n'est même pas dirigée envers moi, ne dit rien sur moi, elle dit tout des autres, finalement. Donc, je pense que c'est ça le travail qu'on peut faire, c'est de la laisser aux autres, de leur dire, ta honte, elle t'appartient, et moi, je vais exister comme j'ai envie d'exister, mais ça, c'est pas, je dis ça, mais c'est pas facile, c'est pas, puis même quand on y parvient un peu comme dans les textes qui disent beaucoup, il reste qu'il y a de la pudeur, puis cette pudeur-là vient d'années à se faire imposer de la honte. Donc même quand on libère la parole, même quand on veut prendre la parole, même quand on a des choses magnifiques à dire, autant formellement que dans le contenu, c'est des expériences de vie qui peuvent être belles. On dit pas tout parce que on sait l'extérieur. On sait que lorsque ça sort de soi, ça va être accueilli d'une certaine façon. Puis c'est ça c'est ça qui enferme, c'est ça qui impose le silence, c'est ça c'est ça la honte finalement. Donc je pense que c'est une lutte de tous les jours. C'est une lutte de tous les jours, mais pas envers soi-même. C'est une lutte de tous les jours envers le regard des autres. Mais vous êtes dans un temps de passage de toute façon. On est toujours dans un temps de passage. Toi, tu parles à un moment donné, tu dis à la fin de ton texte qu'il faudrait peut-être remplacer le mot pauvreté par le mot précarité. Alors, c'est assez intéressant. Ça veut dire on n'est jamais tout à fait sûr de la place qu'on occupe. C'est ça que ça veut dire. Mm-hmm. Mais il y a quelque chose d'intéressant aussi que ça laisse entendre, c'est que il semble difficile d'habiter.
de rester à une place, d'avoir une maison. Alors, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire pour quelqu'un qui, comme ça, est toujours, sent toujours la précarité, qui se sent en déplacement, continuellement en déplacement? Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire avoir une maison? Est-ce que ça demeure un rêve? Est-ce que habiter, c'est habiter le monde? Est-ce qu'habiter, parce que tu parles de foisonnement, Mhm. là, il y a quelque chose de merveilleux dans ce que tu dis de foisonnement, mais avoir une maison, le symbolique de la maison, qu'est-ce que ça pourrait être? Est-ce que c'est désirable? C'est une question complexe. C'est une question complexe. Si je suis le fil de pensée que moi j'ai voulu développer dans le texte, je dirais que s'il y a une maison habitée, c'est soi-même. Je crois que c'est la seule maison qu'on peut trouver. S'il y a un lieu habité, c'est soi-même. C'est le lieu qu'on peut faire fleurir le plus. C'est le lieu qu'on peut le plus le faire à son image, dans lequel il est le plus possible peut-être un jour d'espérer être bien, mais aussi qui est peut-être le moins, qui comporte peut-être le moins de danger de trahison, peut-être. Je dis le mot trahison, mais c'est trahison envers soi-même. Je crois que si je dis qu'il faut préférer le mot, à la fin, si je dis qu'il faut préférer le mot précarité au pluriel à pauvreté, c'est dans cette idée-là de potentiel de changement. C'est dans cette idée d'essayer de conserver le déplacement. Donc, si on est précaire, on n'est pas immuable, on n'est pas unifié, on est capable de se transformer éternellement, on est capable d'être dans le déplacement, justement. Puis être dans le déplacement, c'est aussi être dans l'écoute, c'est aussi être dans la capacité de changer complètement. Donc, peut-être que ce lieu-là fixe à chercher est peut-être pas une bonne chose, finalement, et peut-être pas un rêve à avoir. Il faut peut-être rêver d'être bien dans ce déplacement-là, dans ce mouvement-là, mais que de vouloir se fixer à une seule place, c'est porteur de choses, la fixation, c'est porteur de choses violentes, je veux dire, d'aller à un endroit et de s'y imposer, c'est toute l'histoire du colonialisme, c'est toute l'histoire, c'est l'histoire de l'appropriation, donc de cette idée-là d'être chez soi, d'imposer un chez soi quelque part qui ne va jamais changer, une maison physique. Au final, est-ce que c'est une conception à revoir? Peut-être. Moi, je crois que oui. Peut-être que c'est pour ça que j'essaie de quitter ce mot-là, pauvreté, qui est un mot statique, à mon sens, alors que précarité comporte en lui cette idée-là de mouvement, cette idée-là de transformation, de pouvoir être une chose et une autre, de pouvoir se déplacer, de pouvoir accueillir l'inconnu, de pouvoir toujours changer de lieu. Donc, c'est peut-être pour ça que je dis que s'il y a une maison à avoir, c'est son propre corps, c'est soi-même. Une maison qu'on va pouvoir porter partout et qui va nous accompagner sans nous figer à un seul endroit et sans empêcher les autres personnes d'habiter cet endroit-là. Donc, bon, on veut pas qu'ils nous habitent nous-mêmes. On est maître, cet espace-là, lui, nous appartient entièrement, celui de notre corps. Donc, peut-être que c'est là à chercher. Je sais pas, j'ai pas réfléchi à cette question-là de la maison. C'est intéressant, mais j'ai pas. Mais C'est peut-être les hypothèses tu qui me l'évoques un viennent peu sur dans le ton vide. texte. Oui. Oui, je l'évoque. Écoute, Je l'évoque. oui, oui. C'est pour ça que je te pose la question. Écoute, on a déjà un peu dépassé le temps qui nous est alloué, Ah, mais je te pose une dernière question parce que je la trouve importante. Puis dans le fond, ça conclurait bien, je pense, cette rencontre-là. C'est qu'à un moment donné, tu dis, s'il n'y a pas une esthétique de la pauvreté, peut-être existe-t-il une poétique de l'amour née de la pauvreté. Puis je pense que, bon, on parlait d'Alex Noël tantôt. Dans son texte, Alex qui rappelle des conditions de pauvreté dans lesquelles vivait sa mère, dans lesquelles il vivait avec sa mère, eh bien là, on voit là-dedans, dans le goût de faire plaisir, qu'il y avait un don d'amour et qu'il y avait dans le fond un don de l'émerveillement, qu'il y avait alors, il y avait de la tendresse finalement, malgré cette condition-là. Alors, il y a une politique de l'amour entre vous, mais avec, dans le fond, un certain nombre d'éléments qui viennent de l'origine, qui viennent de cette condition-là. Quelle serait cette poétique de l'amour-là? Comment vois-tu ça, cette poétique de l'amour-là, à la lumière des textes que tu as rassemblés? je la vois
dans la générosité, justement, des textes, que, comme je le disais, dans cette idée-là, qui m'a surpris moi-même, je pense que quand je l'ai nommé, ça, cette poétique-là de l'amour qui pourrait venir de la pauvreté, je me suis dit, mais comment j'ai fait pour pouvoir poser la question, justement, bon, as-tu déjà été pauvre, ne pas me tromper, gagner rapidement cette confiance-là, moi, m'être sentie confortable, on n'écrit pas pareil, on s'habille pas pareil, on pense pas pareil, on vient pas des mêmes places, il y a rien qui nous rassemble sauf cette connaissance-là de la précarité financière. Comment j'ai pu avoir ces intuitions-là, donc il y a pas d'esthétique, c'était ça mon point, mais en même temps, il y a cette familiarité-là, cet amour-là, ce don de soi-là, et que je trouve qui transparaît magnifiquement dans les écritures, dans leur générosité. Donc, je pense que j'ai jamais eu un projet qui s'est aussi bien passé et que moi-même, j'ai autant aimé. Pas que j'aime pas mes autres projets puis les autres personnes avec qui je travaille, mais à chaque fois qu'on s'écrivait des courriels, il y avait cette générosité-là, il y avait cet amour-là, on se remercie sans cesse. Il y a cette reconnaissance-là parce que chaque chose d'acquis, chaque chose de faire, on sait qu'il aurait pu ne jamais advenir. Donc, il y a peut-être une valeur qu'on accorde aux relations plus grande, une acuité plus grande à c'est quoi donner, à c'est quoi recevoir, à c'est quoi se sacrifier pour les autres, à c'est quoi regarder autour de soi, parce qu'on a tellement, quand on est pauvre, on peut pas regarder très loin, on peut pas penser très loin, donc on est obligé de regarder autour de soi, et peut-être qu'en regardant autour de soi, on peut apprendre, il y a peut-être cette possibilité-là qui est pas absolue, qui se passe pas toujours, mais qui est possible, peut-être qui peut être trouvé là, d'apprendre à regarder autour de soi et à apprécier, à aimer davantage, parce que à rien prendre pour acquis finalement, à goûter des choses pour la première fois, puis savoir toute ta vie que ce goût-là, un jour tu ne l'as pas connu, un jour, et que c'est une chance et que c'est un hasard, c'est même pas juste une chance, c'est un hasard. Tu aurais pu ne jamais le connaître, tu aurais pu jamais avoir la chance de rencontrer ces gens-là. Tout est improbable finalement. Tout est un hasard incroyable. Et donc, peut-être cet amour-là qui est possible dans cette reconnaissance-là du hasard et des autres et de ce qu'on se donne donc, s'il y avait ça, je dirais que c'est ça. Puis dans les textes, si on a à trouver, une poétique de l'amour dans ces textes-là qui n'est pas esthétique, c'est cette générosité-là incroyable que tu as nommé, Gérald, en parlant d'impudeur, mais moi, au lieu d'impudeur, je dirais générosité. Puis c'est grâce à cette poétique-là de l'amour, je pense. Si on peut écrire avec autant de générosité, c'est cette poétique-là de l'amour qui est venue de la pauvreté et que moi-même m'a surpris. Je m'attendais peut-être pas à la trouver. J'ai eu à questionner ce qui s'était passé. Donc moi-même, en étant en collectif, en étant avec d'autres personnes, j'ai compris des choses de moi-même mieux, finalement. Mais ce qu'il y a eu d'abord d'important, c'est que tu as eu cette idée et que tu as rassemblé. Et parce que tu organises des rencontres, quand tu fais un travail pour Estuaire, par exemple, quand tu organises des événements, quand tu organises ce collectif-là, la beauté, c'est de créer quelque chose qui, si tu n'y avais pas pensé, n'existerait pas. S'il n'y avait pas eu des gens qui t'avaient pas fait confiance, ça n'existerait pas. Alors, je trouve que il faut te remercier d'avoir permis cette belle chose-là, parce qu'effectivement, les écritures sont diverses, mais elles viennent toutes de gens très, très impliqués, très engagés. Euh, on n'a pas peur de dire les choses, même si on ne les dit pas toutes, mais d'un autre côté, ça n'aurait pas eu lieu si tu n'avais pas eu cette impudeur-là. Je reprends mon mot, cette audace-là de poser la question et d'inviter des gens qui ont aimé le défi, et ça a donné un grand livre, un beau livre, parce que c'est fait avec des gens qui savent écrire et qui savent bien dire les choses. Alors, merci beaucoup, Stéphanie, pour cette rencontre-là. Mais Merci, je crois merci que d'avoir... je crois que c'est pas vas-y. juste je pense qu'il faut aussi dire que ces textes-là n'auraient pas existé s'il n'y avait pas eu les conditions matérielles qui leur permettraient d'exister. Je pense que ces gens-là de grand talent, ils ont dû trouver un confort, ils ont dû trouver quelque chose qui leur sortait la tête de l'eau pour être capable de dire
des choses aussi, franchement. Puis ça, je pense que moi, si j'ai à remercier tous ces gens-là, je pense aussi aux textes qui auraient pu un jour se retrouver dans ce livre-là, tous les textes il y a plein de monde que j'ai invité, qui m'avaient promis un texte et qui ont été incapables de le faire. Il y a des gens qui m'ont refusé finalement d'écrire un texte parce qu'ils étaient trop pauvres pour écrire un texte sur leur pauvreté, alors que ce texte-là est aussi probablement d'une grande qualité. Donc, il y a beaucoup de textes absents aussi du livre. Donc, je pense qu'il ne suffit pas d'offrir la parole ou d'offrir un lieu comme ce livre-là. Il faut aussi offrir des conditions. Ces conditions-là, il manque encore. Là. Je pense que donc, il y a eu certains textes qui avaient les conditions pour être écrits, puis il pourra en avoir d'autres encore et d'autres et d'autres. Et donc, ça ne suffit pas d'avoir une idée, d'offrir un espace. Il faut aussi autre chose pour que l'écriture advienne. Donc, je voulais juste le spécifier, mais je remercie tout le monde d'avoir écrit ces textes-là. Moi aussi, j'en suis très reconnaissante. Alors, merci Stéphanie. Je rappelle que tu viens de faire paraître aux éditions Triptyque un collectif sur le titre Pauvreté. Alors, je te remercie. Tu as été généreuse dans tes commentaires, dans tes remises en question, parce que tu m'as repris un peu, parce que tu n'aimais pas certains de mes mots, mais ça va, moi ça me plaît. Ça, c'est un dialogue de génération, on pourrait dire, mais c'est un dialogue de gens différents. Mais tu as été extraordinaire. Merci beaucoup, c'était très agréable. Alors, je rappelle Merci. que si cette activité a eu lieu, c'est à cause du Salon du livre de Trois-Rivières et que c'est pas la dernière fois que nous allons nous parler, Stéphanie. Nous pourrions continuer d'ailleurs à parler de ce livre-là et des autres. À un moment donné, nous trouverons l'occasion. Alors, bonne journée. Merci beaucoup. Merci de votre attention. Merci à tout le Merci, monde. Merci Stéphanie. Gérald pour tes questions.